Bonjour, ici Jean Thoin de Studio Saint-Jean. Au mois de mars, on avait la Journée internationale des forêts et la Journée internationale des rivières. Et pour nous parler un petit peu de ces sujets-là, nous allons rencontrer M. Marc Jetten, le président du mouvement écologique du Haut-Richelieu. Alors, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Studio Saint-Jean, que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une sorte de télé communautaire, pour qu'on se connaisse mieux, pour qu'on travaille plus ensemble. Dans le fond, c'est pour que la communauté puisse mieux communiquer. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, M. Jetten, Bonjour. président du mouvement écologique du Haut-Richelieu. On dit un mouvement. C'est pas un club, c'est pas une association. C'est quoi ça, un mouvement? Comment ça a commencé? Ben, c'est une bonne question. Faudrait demander aux gens qui l'avaient démarré à la fin des années 70, mais je pense que leur idée, c'était de créer un mouvement citoyen. Au départ, c'était seulement 4 citoyens qui sont mis ensemble parce qu'ils voulaient bloquer le projet de barrage qu'il y avait sur la rivière Richelieu à la fin des années 70 parce que on se disait si on avait un barrage, ça pourrait prévenir les inondations sur la rivière. Mais eux considéraient que ça aurait des impacts environnementaux très importants, donc ils voulaient absolument empêcher ce projet-là. Et en fait, je pense qu'ils ont eu raison parce que le mouvement a fait boule de neige. À l'heure actuelle, on a une centaine de membres et par moment, il y en a eu plus que ça. Mais à la base, c'est un mouvement citoyen. Il n'y a pas de subvention gouvernementale ou municipale qui est octroyée. Donc, c'est simplement de l'implication bénévole. Les citoyens qui y croient, puis là, il y a des gens plus vieux, mais il y a des plus jeunes aussi. Parce qu'on a vu dans la vidéo qu'on a faite sur le jour de la Terre, puis il y a une marche aussi de la semaine du jour de la Terre. Bien, mouvement écologique, pourquoi vous avez demandé? C'est parce qu'en mars, il y avait la Journée internationale des forêts, la Journée internationale des rivières. Puis là, on est à côté de la rivière, puis il pleut un peu, là. Puis la rivière commence à monter en avril, là. C'est important, ça. La rivière, on boit la rivière c'est notre eau. Puis c'est important de s'en préoccuper. Il y a aussi des problèmes d'inondation. Et de ce temps-là, il y a eu une commission, un rapport là-dessus, sur qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas revivre les inondations de 2011. Oui, exactement. Est-ce que le mouvement a participé à ça? Je dirais qu'on a surveillé les travaux. Il y a eu un petit peu de participation aussi, mais bon, on a dû choisir parce que, bon, tout le monde n'était pas disponible à ce moment-là. Mais je dirais qu'on était assez satisfait quand même des conclusions du groupe d'études de la Commission mixte internationale parce qu'ils ont pas retenu l'option du barrage qui était encore sur la table, malheureusement. Mais ils misent plutôt sur un système de prévention, donc que les gens soient informés suffisamment à l'avance quand il y a un risque d'inondation. Et aussi sur des bassins de rétention qui auraient un caractère plus naturel, donc des endroits qui imiteraient un peu ce qui se fait dans la nature, dans le fond, parce que historiquement, ce qui entourait la rivière Richelieu, c'est les milieux humides. La vallée du Richelieu, c'était 50% de milieux humides environ. Donc, Okay. c'est clair, quand il y avait des inondations, ben, ces milieux humides-là absorbaient l'eau. Et ceux qui avaient peu d'humains autour de la rivière à ce moment-là, mais Ça se faisait de façon naturelle. Puis les gens ne se bâtissaient pas là, ils se bâtissaient plus loin pour les fermes. Oui. Ils attendaient que l'eau monte au printemps. Là, il y allait à la pêche à barbotte. Puis après ça, l'eau descendait. Puis c'est plus comme ça. Les gens sont tellement rapprochés que c'est deux maisons, puis ils ont les pieds dans l'eau. Là. Oui, puis historiquement, c'est plutôt que les chalets qui étaient au bord de la rivière. Les gens allaient là pendant l'été ou pendant les vacances. Donc, un chalet inondé, l'impact est un petit peu moins grave. En général, il n'y a pas de sous-sol. Ce qu'on a remarqué depuis la fin des années 70, c'est que le nombre de résidences permanentes dans le Haut-Richelieu qui sont dans la plaine inondable a quintuplé. Donc, il y a beaucoup de chalets qui ont été convertis en résidences permanentes et des nouvelles habitations aussi qui ont été construites. Ce qui fait que, dans le fond, oui,
les inondations ont été très importantes, mais les dégâts ont été beaucoup plus importants parce qu'il y a beaucoup plus de maisons qui se trouvaient dans la plaine inondable. Donc ça, c'est un peu l'impact humain, c'est la partie qu'on peut contrôler. C'est-à-dire comment l'aménagement est fait autour de la rivière. Et on pense que c'est surtout là-dessus que les citoyens, les municipalités et le gouvernement devraient travailler. J'ai l'impression que les conclusions du groupe d'études vont dans ce sens-là aussi. Ça aurait pour effet de réduire les pertes financières, puis tout en permettant aux gens de profiter de la rivière, ceux qui ont la chance d'être proches. Là. Oui, absolument. Bien, après les inondations de 2011, le gouvernement avait financé les gens qui voulaient se rétablir sur le bord de la rivière Richelieu, après que leur maison a été endommagée. Bon, il y avait certains critères, c'est sûr que c'était pratiquement des pertes totales, c'était pas possible. Mais on voit que le gouvernement a changé sa position après les inondations dans l'Outaouais, je pense que c'était 2017 et 2018, que là, ils se sont rendus compte que là, on ne peut pas simplement refinancer les gens pour qu'ils se rebâtissent, qu'ils se refassent inonder dans 10 ou 20 ans. Donc, c'est très contre-productif. Donc, à la place, ben, ils encouragent les gens à quitter les endroits les plus vulnérables là, aux inondations. Puis, c'est la meilleure façon, dans le fond, pour prévenir les dégâts. Parce qu'on a vécu en 2011, c'est une inondation de 100 ans, on va dire. Là. Mais avec les changements climatiques, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas d'autres. Là. C'est pour ça que ce que vous dites, il faut peut-être prévoir ça. Oui, bien, les inondations, c'est un phénomène naturel. Hein. Ça s'est toujours produit selon des fréquences et des intensités différentes. Mais ce qu'on dit, c'est que avec les changements climatiques, bien, il va y avoir plus de phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, des gros coups d'eau, des chaleurs extrêmes, etc. Donc, ça accroît le risque d'inondation. Puis, de façon générale, bien, il y aurait davantage de précipitations dans le sud du Québec. Donc, là encore, il y aurait un risque plus élevé. Il y en aurait plus à venir, là. Mm-hmm. Bon, on va s'acheter un petit canot. Puis, bon, on a parlé de la rivière, mais c'était quoi les autres sujets sur lesquels le mouvement écologique travaille? Vous avez des comités, j'imagine? Oui, bien ça, c'est intéressant parce que c'est sûr qu'au départ, les gens qui ont créé le mouvement écologique en 1978, leur préoccupation, c'était la rivière et ses écosystèmes aquatiques. De là, la préoccupation pour la protection de l'environnement s'est étendue. Donc, ils cherchaient aussi à protéger les milieux humides, les boisés dans le Haut-Richelieu. Si on prend l'exemple de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on est dans une situation où il reste environ 5 % de boisés sur le territoire. Environnement Canada a fait une évaluation combien de boisés ça prenait ou combien de milieux conservés ça prenait pour pouvoir conserver la biodiversité d'une région, donc pour pouvoir conserver les espèces qui font la particularité de la région du Haut-Richelieu, qui est quand même très particulière parce que c'est un corridor écologique entre les montagnes du Vermont et l'État du New York et la vallée du Richelieu. Donc, il y a des espèces qu'on trouve ici, qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, Vous dites qu'il y a des animaux ou des poissons qui circulent des États-Unis vers le Québec. Là. C'est comme une autoroute, là, comme dans le temps, les gens voyageaient en canot. Oui, bien, c'est les poissons, mais c'est aussi les oiseaux migrateurs. C'est aussi de la faune aquatique, comme les castors, les remusqués, qui vont se tenir autour de l'eau. Donc, comme c'est une région assez méridionale au Québec, il y a des espèces qui sont vraiment spécifiques à la région ici. Je pense au chevalier cuivré, qui est une espèce menacée, qui est endémique, c'est-à-dire qu'on les trouve seulement dans la rivière Richelieu, un petit peu dans certains secteurs du fleuve Saint-Laurent aussi. Donc, une fois que cette espèce-là disparaît de notre région, elle disparaît pour de bon. Donc, ça serait vraiment triste. Oui, puis on parle d'écologie, puis ce que je comprends, c'est qu'on peut pas... si on dit, bon, le chevalier cuivré, c'est pas important, ou tel grenouille, c'est pas important. En fait, c'est tout un système, ça, qui vit ensemble. Si on enlève... tu sais, les gens disent, bon, faut pas tuer les baleines ou les ours blancs, mais c'est pas juste ça. C'est
tout le système écologique vit ensemble, dont les humains. Absolument. Il faut prévoir à conserver C'est sûr qu'il ne faut pas négliger l'impact sur la santé des humains non plus. Donc, c'est sûr, quand il y a des espèces animales qui disparaissent, sont un peu comme le canari dans la mine. Donc, si eux ne peuvent plus survivre dans l'environnement, ben, il est possible que les humains aient de plus en plus de difficultés à survivre aussi. Si la qualité de l'eau, la qualité de l'air est moins bonne, ben, c'est plus de problèmes de santé pour les humains. Donc, ça devrait nous donner une très bonne raison de vouloir conserver nos milieux écologiques, qui sont comme une façon gratuite de maintenir notre santé, au lieu de devoir payer un système de santé pour se faire soigner pour les maladies environnementales après. Les fonds, on veut développer, il faut raser, mais ça, c'était des manières anciennes. Là. Aujourd'hui, on ne pense plus comme ça. Puis les jeunes, entre autres, ne pensent plus comme ça. Les jeunes nous poussent, hein? Oui, absolument. Pour qu'on soit plus attentif à l'environnement. Puis comme vous dites, c'est naturel. S'il fallait qu'on soit obligé de prendre des pilules pour avoir de l'oxygène, parce que ça nous prend de l'oxygène, ça serait un peu artificiel. La meilleure façon, c'est de conserver ce qu'on a. Oui, absolument. Bien, en fait, c'est ça. C'est la ville de New York, ils avaient fait un calcul parce que fallait qu'ils construisent une usine de traitement, en fait, une usine de filtration des eaux pour leur système d'aqueduc. Et ils ont fait le calcul que ça leur coûterait moins cher de sauvegarder un secteur montagneux qui appelle les Cat Hills, je pense, dans l'État du New York, où ils prenaient leurs sources d'eau, de conserver ce territoire-là pour faire en sorte que l'eau soit de bonne qualité, que ça leur revenait moins cher de faire ça que d'être obligé de construire une usine pour filtrer l'eau qui serait sale. Ah. Donc, la nature est capable de protéger l'eau. Ben, ils appellent ça les infrastructures vertes, c'est-à-dire que c'est ce que les écosystèmes ont toujours fait, c'est de purifier l'air, de filtrer l'eau. Et quand on les détruit, ben, on doit souvent payer des installations qui vont jouer le même rôle, mais que là... ça revient plus cher, finalement. Oui, effectivement, ça nous coûte beaucoup plus cher, puis c'est souvent moins efficace. Moins efficace, moins naturel. Bon, écoutez, je suis content de vous avoir rencontré. On a parlé de la rivière, on a parlé de l'environnement, des boisés, des animaux, le corridor du Haut-Richelieu. Je pense que les gens doivent s'intéresser à ça de plus en plus. Puis bravo, je vous dis bravo au mouvement écologique, bravo à vous et à toute votre équipe. Puis on va se revoir, je pense. Peut-être qu'il va y avoir d'autres occasions. Là, c'était la journée de la Terre, la journée de la rivière. Ah oui, j'aimerais ça. Puis on pourra continuer à élaborer sur d'autres de vos projets. En conclusion, si vous avez un message à faire au public qui nous regarde. Oui, ben en fait, je peux vous dire quelque chose, c'est qu'on vit beaucoup d'éco-anxiété, c'est-à-dire que les gens voient des milieux naturels se faire détruire. Il y a une préoccupation sur les changements climatiques aussi. Oui. On se demande combien de temps les humains vont pouvoir continuer à vivre sur cette planète-ci. Vraisemblablement, il n'y en aura pas d'autres. Donc, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est en m'impliquant au mouvement écologique, ben ça, c'est quand on est dans l'action. Oui. C'est une façon de remédier à l'anxiété parce qu'on a l'impression de faire quelque chose, justement, pour... On contribue. Oui. Puis on n'est pas seul. Sur la Terre, il y a d'autres groupes comme le vôtre. Ben c'est ça, de pouvoir partager notre expérience avec d'autres gens qui ont les mêmes préoccupations. S'il y en a qui veulent devenir membres du mouvement, ils peuvent voir les indications dans le bas de l'écran puis communiquer avec vous. Bien sûr, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Ben ça me fait plaisir. Mesdames, Messieurs qui avez regardé cette vidéo, si vous avez aimé, faites des petits j'aime sur Facebook et puis partagez. Parce que c'est important de se connaître puis de faire connaître le mouvement écologique. Et puis, si vous avez d'autres idées, des suggestions, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Merci, à la prochaine.